Bonjour à tous, bonsoir. Merci d'être ici. Donc, nous avons une occasion particulière pour nous retrouver autour de cette table, donc dirigeants et étudiants, qui est la publication de ce livre, En quête de sens, qui est un livre donc du Centre Purpose d'HEC, qui a voulu donner la parole à ses dirigeants et à ses étudiants en forme de dialogue autour de cette quête de sens. Et alors, en écoutant Denis, je me disais vraiment qu'on se retrouvait notamment sur la ligne de crête, puisque l'introduction de ce livre parle justement de cette ligne de crête que nous partagent ces dirigeants dans parfois les contradictions, les injonctions contradictoires auxquelles ils ont à faire face, et ces étudiants qui sont pleins d'enthousiasme, d'attrait pour l'entreprise, mais qui se posent des questions justement sur la cohérence des actions de ces dirigeants et cette ligne de crête. Et c'est exactement de ça dont on voudrait vous parler dans cette table ronde. Ce dialogue, nous, on a observé au sein de Society and Organizations, vous savez que cet institut SNO qui existe depuis longtemps à HEC, qui a été créé par Rodolphe ici présent et co-auteur de ce livre, ou co-directeur de ce livre, puisqu'en fait ce livre a été écrit par ses participants. En réalité, ce centre est constitué cet institut est constitué de 3 centres. Un centre qui traite des questions écologiques liées à l'entreprise, un centre qui traite des questions d'inclusion sociale liées à l'entreprise, et un centre spécifiquement dédié à ce que Denis a appelé Purposeful Leadership, et donc cette quête de sens à la fois au plan individuel, quel sens vais-je chercher moi dans mon travail, et au plan organisationnel, la mission, la raison d'être des entreprises, et surtout la cohérence entre les deux. Le fait que ce sens cherché par l'organisation ne pourra passer que par son incarnation par les individus dans l'entreprise. Voilà, donc c'est vraiment très en lien avec ce que vous nous avez partagé, Denis, et d'ailleurs Denis, évidemment, contribue à ce livre. Alors, pourquoi un dialogue? Parce que tous nos étudiants à qui nous proposons des pistes de réflexion, j'aime mieux dire ça que des formations sur les questions de quête de sens, nous disent ce qui nous marque le plus, ce sont les témoignages des dirigeants. Ce ne sont pas les cours de leadership, ce ne sont pas même les outils qu'on peut nous proposer, ce sont des parcours individuels. Voilà. Et donc, avec des questions fortes de nos étudiants, et j'espère que vous oserez les poser. On a des mémoires sur la quête de sens. Est-ce que c'est finalement le nouvel avatar de l'aliénation par le travail, hein? Est-ce que c'est l'outil dont les dirigeants se servent pour impliquer encore plus les salariés, faire en sorte que le sens, on ne le cherche pas avec ses enfants et son mari, mais dans sa boîte. Bon, donc, la quête de sens, nouvel avatar de cette aliénation. On a des mémoires sur est-ce que c'est une question de riche, la quête de sens, hein? Est-ce que finalement, c'est pas réservé aux gens qui peuvent se la poser, cette question-là? Et nous, au sein de ce centre Purpose, on essaie de donner des pistes non seulement de réflexion, mais aussi de factualisation par la recherche académique. Et ça, Rodolphe en est le représentant ici, mais sachez qu'on fait des recherches scientifiques sur le sujet de l'incarnation du sens dans l'organisation, avec des résultats qui sont très intéressants. C'est des recherches qui se basent vraiment sur une approche scientifique, avec des essais randomisés, contrôlés, des groupes tests, des groupes témoins, où on va regarder, j'ai un exemple en tête, par exemple, si le fait que la mission qui est celle de l'organisation, le travailleur puisse réellement l'incarner dans son travail. Un exemple d'un article qui parle de la mission d'une société qui vend de l'électronique grand public et qui dit que sa mission, c'est de mettre l'électronique grand public au service de ses clients pour une vie meilleure. Bon, très bien. Une fois qu'on a entendu ça,
on peut se dire, bon... Et en réalité, si on donne aux vendeurs dans les magasins de téléviseurs ou de systèmes d'alarme, parce que c'est ça aussi l'électronique grand public pour des personnes âgées qui peuvent tomber à terre, et qu'on leur dit vous pouvez faire des remises sur les produits qui réellement servent la vie des gens. Typiquement, faites une remise à une vieille dame sur un système d'alarme, mais pas sur un téléviseur. Et ben on s'aperçoit que en fait, l'organisation elle-même voit sa performance augmenter. Autrement dit, le fait d'incarner le sens dans l'entreprise sert aussi l'organisation. Donc tout le monde est gagnant. Donc nous sommes convaincus que c'est un thème fondamental. La recherche académique donne des pistes de compréhension de ces enjeux, mais nous pensons, et avec ce livre, nous montrons que peut-être les parcours individuels, la façon dont on traite cette ligne de crête est encore plus fondamentale pour éclairer nos parcours individuels. Voilà. Donc, va avoir 2 temps. J'ai trop parlé déjà, mais un premier temps où chacun d'entre nous va se présenter rapidement et surtout dire, enfin d'entre vous plutôt, en quoi ce sens, cette quête de sens vous imprègne dans votre travail ou dans votre futur, dans votre projection dans votre travail pour les étudiants. Qu'est-ce que vous cherchez en fait, hein, qu'est-ce que ça signifie pour moi de chercher le sens dans l'entreprise, quel est le point de départ de tout ça, qu'est-ce que je cherche à mon niveau, au niveau de l'organisation, et est-ce qu'il y a des clivages générationnels dans cette recherche. Voilà, peut-être le premier temps. Et puis un second temps qui va vraiment rebondir, essayer d'aller gratter ce que Denis a évoqué sur ce passage de l'intention à l'action. Cette ligne de crête, un dialogue sans concession, alors par binôme, parce qu'ils se sont répondus dans le livre, entre Michel et Abraham et Denis et Noémie, où peut-être vous pourrez partir de situations concrètes de dirigeants, Denis, vous en avez cité quelques-unes, sur ces dilemmes, sur cette difficulté de mettre en lien la volonté et puis la mise en œuvre aussi, voilà, sur ces intérêts contradictoires de vos parties prenantes, ces impératifs économiques qui vous empêchent parfois d'aller là où vous voudriez. Voilà. Donc voilà, 2 temps. Peut-être on peut commencer par ce premier temps sur la recherche individuelle du sens dans votre travail, peut-être, et peut-être à cette occasion, Michel, vous pourrez nous parler de Nutri7 aussi, que tout le monde ne connaît pas nécessairement. Donc on peut peut-être commencer par vous, si vous le voulez bien. D'accord, oui. Ça marche, oui. D'accord. Donc Michel Descamps, je suis le fondateur d'un groupe maintenant qui s'appelle Nutri7. Nutri7 est, je vais dire, une structure relativement simple et ne se pose pas de questions. Nous, on est là pour nourrir les enfants dans les pays en voie de développement. Voilà. On ne se pose pas la question du sportif, est-ce qu'on doit être chez Decathlon? Non. Nous, on nourrit les enfants. Et ça, savoir où on va, tout marin, c'est qu'on peut passer par tous les caps, par tous les courants. Ce qui est important, c'est de savoir. Hein, savoir où on arrive. Donc, nourrir les enfants, nous avons choisi on aurait pu travailler dans une ONG, on aurait pu travailler à l'UNICEF. Nous, on a choisi un modèle qui est celui de l'entreprise. L'entreprise familiale, l'entreprise individuelle. Pourquoi ? Parce que je crois que c'est la liberté. Pour accepter de nourrir des enfants, dire c'est mon but principal, ça veut dire que je vais aller investir au Soudan, dans le Darfour. Je propose ça à un conseil d'administration, j'ai intérêt à avoir la majorité. Je propose ça à un banquier, j'ai intérêt à avoir des fonds propres. Donc, on a choisi de se mettre sur une société familiale, tranquille, avec une certaine maîtrise, avec des enfants qui travaillent dans l'entreprise. Et dans un point important, c'est de dire, je reste dans mon rôle. Mon rôle, c'est de nourrir les enfants, c'est pas de faire autre chose.
Hein, c'est pas de faire de politique ou de faire... Non. On est là pour produire, fabriquer, concevoir des produits qui aient un impact sur la nutrition des enfants, même si maintenant c'est dans ce qu'on appelle les 1000 jours. Ça fait des années que l'on parle dans les milieux humanitaires des 1000 jours, c'est-à-dire à partir du 3e mois où la mère est enceinte jusqu'à 1000 jours, quoi, parce que l'importance de la nutrition est aussi grande chez la mère. Et ce qui est terrible, c'est que les 1000 jours, c'est une notion qui commence à sortir en France. Enfin, n'est pas ça. Donc, après, progressivement, on s'est dit, c'est bien de fabriquer en France. C'est bien. On est roi, on a des bons produits. Et donc, produire près des besoins, c'est ce qu'on appelle l'autonomie nutritionnelle, c'est-à-dire permettre à un pays de gérer au mieux ses problèmes nutritionnels. Donc, par la connaissance, par la fabrication du produit, et progressivement, on va remonter la chaîne sur la production des matières premières. Et également, on va former, on va créer aider à la création d'entreprises. On a mis en place un réseau de franchisés, vous voyez, le McDo du Malnutri Sévère, c'est nous. Et on a pu faire en sorte de développer des entreprises qui sont à la base pour moi du développement, en particulier en Afrique, en tenant compte des problèmes culturels. Parce que expliquer à un Soudanais qu'il faut faire une prévision de trésorerie et qui vous écoute, et oui, et qui, au bout de 5 minutes, vous dit ouais, Inch'Allah. Bon, on se dit, tiens, on a un problème culturel, il faut le voir. Donc, on a aussi mis en place des brevets sur les produits et on s'est battu. On s'est vraiment battu pour ça, pour nos croyances, en refusant d'ouvrir les brevets à disposition des pays du Nord. On a eu là négative à l'ONU. On a été attaqué par les Nations Unies, les USA. Mais on est resté droit dans nos bottes. Et par contre, on a ouvert les brevets aux pays du Sud. C'est-à-dire que les pays du Sud peuvent utiliser notre savoir-faire. Mais on refuse totalement aux pays du Nord. Et ça a été un plus. C'était une très, très grosse bataille parce qu'il y avait là des intérêts économiques. Mais quand on voit le nombre de brevets en Afrique et le nombre de brevets dans les pays du Nord, on se dit qu'on a intérêt quand même à développer la recherche en Afrique et le dépôt de brevets. Parce qu'il y a un moment où ça appartiendra aux déposeurs. Voilà, c'était... je crois que Nutri7, on nourrit à peu près 10-12 millions d'enfants. On renutrit 10-12 millions d'enfants par an. C'est une aventure absolument passionnante, mais ça demande aussi beaucoup de soucis, de liberté, se battre pour défendre nos idées. Je crois que Denis en a parlé. Et le rôle du chef d'entreprise, c'est passionnant, d'avoir à se battre. C'est d'aimer avoir peur, parce que c'est pas toujours facile. On dit, pour innover, il faut avoir... Armand Actuel dit, pour innover, il faut oser aller dans le noir. Ben voilà, c'est un peu ça. Et moi, je fais la promotion des entreprises familiales parce que c'est notre liberté. Et on se rend compte que sur le long terme, ce sont elles qui perdurent. Voilà. Et j'ai déjà vu avec Abraham, s'il ne me posait pas de questions trop méchantes, il venait en stage. On a négocié le prix. Merci Michel.
Merci Michel. Donc c'est vrai que la quête de sens, elle semble évidente Oui, dans, c'est pas- dans c'est pour nous, c'est pas un l'action, problème. l'objet de votre entreprise que vous avez fondée. C'est ça, oui. Voilà, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas. Donc ça paraît évident. On a trouvé très intéressant de vous avoir sur un modèle très différent évidemment de Sodexo, une taille d'entreprise, et c'est aussi ce qu'on a essayé de faire dans ce livre, d'avoir des dirigeants de structures d'entreprises toutes, mais très différentes en termes de taille, de secteur, d'industrie. Voilà. Mais merci Michel. Je vais laisser peut-être Abraham du coup continuer et dire ce que vous, Abraham, vous cherchez en tant qu'étudiant de première année D'accord. à Du HEC. coup, bonsoir à tous. Je suis Abraham Godidi, étudiant en première année à HEC Paris. Je suis d'origine ivoirienne et je dis merci à HEC parce que c'est grâce à HEC, depuis que je suis arrivé à HEC en août 2021, que j'ai entamé mon parcours avec la quête de sens. Parce que pour moi, c'était un thème qui ne me parlait pas forcément. Parce qu'avant d'arriver à HEC, on avait reçu des mails vous irez à Chamonix pour la quête de sens, etc. Je me disais, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Mais aujourd'hui, aujourd'hui, je suis en plein dans le programme, j'ai participé au livre et je suis toujours en quête de sens. Et je remercie HEC, je remercie Cécile Lelille de m'avoir permis de participer au livre. Alors pour moi, qu'est-ce que la quête de sens? Du coup, comme je le disais, je suis en première année. C'est quelque chose de nouveau pour moi. De plus, je n'ai jamais travaillé, du coup, je ne peux pas donner de définition à proprement parler de la quête de sens, sinon ça manquerait un peu de réalisme. Mais de ce que j'ai lu dans le livre, de ce que j'ai entendu dans les conférences avec HEC, dans les cours qu'on a eus, etc., la quête de sens, pour moi, ça pourrait se résumer à trouver une sorte d'adéquation entre les aspirations de l'individu, ses convictions, du coup, ce qu'il est, et le travail qu'il fait dans l'entreprise et la mission de l'entreprise dans laquelle il va travailler, etc. Du coup, où est-ce que la quête de sens commence? Je dirais qu'elle va commencer du coup en école, une école de commerce pour nous qui sommes passés par HEC et pour les autres à l'université. Parce que c'est à ce moment-là qu'on se questionne vraiment sur ce qu'on veut, sur le métier qu'on va faire. Du coup, ce qui va faire sens pour nous, sur l'entreprise dans laquelle on va travailler, l'entreprise dans laquelle on ne va pas travailler. Du coup, c'est pour moi le début de la quête de sens, c'est vraiment dans cette période-là, quand on est étudiant en école, quand on commence à réfléchir en fait aux projets professionnels qu'on a envie d'avoir, etc. Après, l'autre question, c'était quoi déjà? Non, mais simplement, c'est très D'accord. bien. Et peut-être passer à... Noémie est en dernière année, donc peut-être Noémie, pour vous, après ce parcours en école, qu'est-ce que vous diriez chercher à ce stade? Donc, bonsoir à tous. Donc, comme Abraham, j'ai également fait le parcours proposé par la chaire Purposeful Leadership à mon arrivée à HEC. Et je suis désormais encore à HEC, mais dans le cadre du double diplôme avec Sciences Po. Donc je pense qu'il va y avoir des similarités, mais aussi des différences dans mes réponses sur le sens que je cherche et la quête que je suis en train de mener comme Abraham et comme les deux dirigeants qu'on a déjà pu entendre parler. Pour moi, la quête de sens et le sens, il se fait à plusieurs niveaux dans l'entreprise ou dans l'organisation dans laquelle on travaille. Je pense que c'est important que l'objet, la mission que l'entreprise, que l'organisation dans laquelle on est, pour laquelle on agit, soit en accord avec les valeurs qu'on qu'on s'est reconnues. Et donc là, ça va aussi revenir sur ce qui a pu être dit, mais sur l'importance avant de commencer une certaine quête de sens, de se connaître et de savoir ce qu'on cherche et ce qui nous touche, et peut-être cette notion d'ancrage qui va nous diriger sur la crête qui a été mentionnée en début de conférence. Et donc je pense que ça, c'est l'objet global de l'entreprise, de l'organisation. Mais c'est aussi important que cette quête de sens, elle soit présente au quotidien et que ce ne soit pas juste quelque chose qui soit vécu par le dirigeant. Et donc que quelle que soit notre équipe, notre département, notre chef de section, on ait l'impression au quotidien, dans les tâches qu'on fait, que l'on sache pourquoi on le fait. Et je pense que ce pourquoi, et ce que je veux dire, c'est très personnel et je pense que chacun a sa définition, mais pour moi, doit avoir une certaine utilité pour la population, pour l'environnement au sens large, donc que ce soit la biodiversité, le monde dans lequel on vit de manière plus globale. Et donc, il y a à la fois cette notion d'utilité,
de service aux autres, à notre planète et au bien qui peut être défini aussi de manière différente selon les personnes. Et j'aimerais préciser que je pense qu'on a l'impression que ça fait sens, et c'est peut-être ce qu'on cherche quand on cherche à ce que ça fasse sens, lorsque on donne le meilleur de soi-même et qu'on a l'impression que tout l'environnement dans lequel on est contribue à ce meilleur-là et qu'il y a une sorte d'épanouissement général. Donc c'est ainsi que je répondrai. Denis, vous voulez vous présenter davantage sur cette question ? Ouais, je crois que moi, ce qui me faisait lever le matin, dès que même avant, mais quand je suis rentré chez Sodexo, tout particulièrement, si je suis rentré chez Sodexo, c'est justement pour cette mission, pour les femmes et les hommes de l'entreprise que j'avais rencontrés, et puis pour cette mission, parce qu'elle donnait justement un sens à mon engagement, un sens au travail que j'allais faire de tôt le matin à tard le soir. Et que du coup, je me sentais, je pense, un être humain plus humain et plus, comment dirais-je, plus contributif à la société, à mes frères et sœurs en humanité autour de moi. Donc c'est ça qui m'a donné l'énergie d'avancer. Voilà, c'était ça pour moi la quête de sens. C'est quand le nous-mêmes, finalement, rejoint le nous tous. Voilà. Alors, je crois qu'on a beaucoup d'étudiants qui cherchent ça. En tout cas, c'est ce qui est remonté à travers nos programmes. Ceci dit, j'essaie de mettre un peu quelque chose poil à gratter, mais on a des étudiants qui nous font des mémoires en souhaitant aller dans des terrains qui sont beaucoup moins objectivement au service de la population, comme peut l'être Sodexo ou Nutri7, et qui nous disent finalement, pour moi, la quête de sens, je peux la trouver dans une banque, voire même dans une société qui fabrique du tabac. On a eu des étudiants qui nous ont dit ça, parce que en réalité, ces entreprises-là vont payer des impôts, donc contribuer à l'investissement public sur des objets sociaux, parce que ça peut me permettre de nourrir ma famille et que c'est aussi une quête de sens pour moi. Donc, je voudrais passer à la deuxième partie pour dire finalement, on essaie de ne pas avoir un discours lénifiant et de se dire, mais en réalité, tout est dans l'articulation de l'intention qu'on peut avoir à la mise en œuvre, de la cohérence, en fait, de la manière dont on navigue dans ces injonctions contradictoires propres à tout environnement économique et dont on sert ces différentes parties prenantes au bon sens du terme sur ce bien commun. Donc, c'est la deuxième partie de cette discussion que je voudrais ouvrir, et de manière vraiment très concrète peut-être, en vous demandant par binôme, peut-être d'abord aux dirigeants, donc Michel et Abraham, dirigeants, de parler de justement ces peut-être de situations qui ont été sur cette crête et sur lesquelles vous avez essayé de passer de l'intention à l'action de la meilleure manière, mais où ce n'était pas évident. Et puis à Abraham, surtout de réagir, surtout que vous connaissez ces terrains sur lesquels Michel opère, et vous savez la complexité de ces terrains sur ces questions. Et puis voilà, et après passer au binôme Denis-Noémie, de la même manière, Denis, en partageant, vous en avez déjà partagé quelques-unes des situations de cet ordre-là. Voilà, je vous laisse la parole, Michel Abraham. Merci. Abraham, quand tu veux m'interrompre, tu fais. Pas de souci. On a passé 1 heure en voiture à papoter, c'est bon. Oui, déjà l'intention, passer de l'intention à l'action, il peut y avoir un problème de communication. C'est les RSE. On dit, ah oui, ça marche mieux comme ça. Hein. On dit ça, on va faire ça, et on ne le fait pas parce que de toute façon, on n'a pas l'intention de le faire. Hein. C'est un petit peu, c'est des systèmes de communication, on dit on va faire. Alors qu'on ferait mieux de dire on a fait. Ça veut dire qu'on est arrivé au bout.
Donc ça, c'est un premier point qui me semble important. Après, pour arriver à passer à l'action, il faut une cohérence. Il faut une connexion. Je pense qu'on a à l'intérieur de l'entreprise, on a des actionnaires, on a une gouvernance, on a le collectif salarié. Si on n'a pas de connexion entre les trois, il y a un moment, ça coince. Est-ce que les actionnaires acceptent de voir leurs dividendes diminuer parce qu'on va donner du sens? À mon avis, pas tous. Hein. Donc, c'est important. Il y a aussi des modèles. Alors, le modèle familial, c'est plus simple, mais surtout quand on est le père. Hein. On a fait et monté une société à objet social étendu avec la chaire d'école des mines, et c'est totalement passionnant. L'objet social d'une société, il n'y a pas grand monde qui le lit. Et pourtant, c'est très important. Mais les statuts, je vais dire. Mais dans l'objet social, on fait des trucs le plus large possible. Quand on fait un objet social étendu, c'est non seulement écrire ce que l'on va faire, mais écrire comment on va le faire. Et donc, c'est un engagement de tous les actionnaires aussi. Si vous avez une prise de participation, comme ça peut arriver, il y a la BPI ou quelqu'un qui rentre, il doit suivre les statuts. Il ne peut pas changer la volonté de la société composée du personnel et compagnie. Ça, c'est énorme à faire, et ça devient un moment... Une fois, j'ai terminé. Ça devient un moment, un élément de liaison entre les actionnaires et l'ensemble du collectif. Hein. C'est que le collectif ne se dit plus, tiens, l'actionnaire vient uniquement pour toucher des dividendes. Il vient aussi pour partager des valeurs. Et là, quand on a ces trois connexions, qu'on évite d'avoir un dirigeant qui veut trop de primes, eh ben on va trouver un équilibre. Et les statuts à ce moment-là, vous définissez, je veux valoriser la recherche. Je ne vendrai que des produits venant du résultat de ma recherche. Comme ça, je suis sûr que on continuera à avoir un budget de recherche. Je veux valoriser la différence. Je veux une saine gestion quand même, il ne faut pas exagérer. Hein. Voilà, il y a ces normes, et on a un comité, un conseil qui va qui chaque année va demander au directeur général comment il a rempli ces 9 objectifs. Et ce n'est pas un contrôle de chiffres. Non, est-ce que dans l'esprit on est bien? On dit qu'on veut créer une différence. Est-ce que dans nos embauches, on a tiens, il y a que des HEC. On va dire, écoutez, si vous voulez créer une différence, il faudrait peut-être aller taper un peu ailleurs. Donc, on est bien sur d'objectifs. Voilà. Du coup, je peux ? Ok, merci. Du coup, Michel, par rapport à Nutri7, moi j'avais une vraie question en fait. C'était par rapport justement à l'objet social étendu. Là, vous dites dans l'objet social étendu de Nutri7 que votre objectif c'est de lutter contre la malnutrition, de nourrir les enfants. Vous l'avez rappelé au début de la table ronde. Mais du coup, comment est-ce que vous faites, vous, en tant que dirigeant, quand il y a cet impératif-là humanitaire qui se heurte à l'impératif de rentabilité? Parce que je me dis, ouais, c'est bien beau de vouloir nourrir des enfants et tout, mais est-ce que vous allez sacrifier la rentabilité pour faire du bien, ou vous allez privilégier la rentabilité d'abord? Du coup, cette lutte entre ces deux objectifs-là, comment est-ce que vous faites devant? On sait très bien que si on veut être libre
si on veut se développer, si on peut prendre du risque dans nos projets, il faut gagner de l'argent. Moi, quand j'ai un sujet de recherche nouveau, je me pose la question, est-ce que ça va me permettre de nourrir les enfants? Est-ce que je peux perdre de l'argent sans mettre en péril l'objectif, la société? Mais ça me semble tout à fait... Gagner de l'argent pour une entreprise, c'est son rôle premier. Après, le dépenser, c'est là que le sens peut commencer à changer. Mais ça ne me dérange pas d'être... au Niger, c'est la première entreprise agroalimentaire. C'est assez logique. Et ça ne me... comment dire, je me sens pas mal par rapport à cette notion de gagner. Voilà, j'ai développé mon entreprise, je l'ai montée avec pas grand-chose, et maintenant, les produits Nutri7, ça représente 240-250 millions d'euros. Et ça fait pas mal d'enfants nourris. Mais si on n'avait pas gagné de l'argent, on serait plus vivant. Parce que, après, par exemple, dans le cas de Nutri7, donner aujourd'hui les brevets gratuitement au pays du Sud et tout, ça a quand même pris du temps parce que Pumply-Nut s'était créé en 96 et c'est qu'en 2005 ou 2006, je crois que les brevets ont été quand même autorisés au pays du Sud, etc. Du coup, il y avait quand même cherché de la rentabilité d'abord et après nourrir les enfants. Non, parce qu'on on nourrissait moins d'enfants, on faisait moins de chiffre d'affaires. D'accord. Mais je peux dire qu'en 40 ans maintenant, 35, je sais plus, 35, on a perdu une fois de l'argent. Bon, j'ai changé d'expert comptable. Il ne voulait pas passer de provision. Ouais, merci Abraham, c'est une question intéressante. Vous avez choisi ce statut d'entreprise plutôt qu'un autre que vous auriez pu choisir. Vous auriez quasiment pu être une ONG ou une association à but non lucratif. Et vous dites finalement, pour moi, c'était le gage de cette capacité à investir, à se développer et donc à être efficace et donc à servir en fait. Oui, je viens d'un milieu d'entrepreneurs. Mon père était fondateur de Maminova. C'est pas tout à fait jeune, mais il nourrissait aussi les enfants en France. Donc pour nous, la culture de l'entreprise est réelle. Et l'entreprise, encore plus l'entreprise familiale. J'ai 2 de mes enfants qui travaillent avec nous, le 3e arrive. Enfin, c'est logique. Et puis, l'avantage, quand on a le capital, c'est qu'on prend les décisions, on les assume. Abraham, dans votre réponse dans le livre, vous dites que justement, de découvrir ces modèles de l'entreprise qui, en fait, servent, ça vous a un peu... Ça a donné du sens à votre présence à HEC. Oui, déjà, du coup, je le dis dans le livre parce que là d'où je viens, dire qu'on va servir quelqu'un, qu'un dirigeant dise que je vais servir les autres, ça se fait pas. Parce que dans l'imaginaire, c'est les autres qui servent le dirigeant, c'est pas le dirigeant qui sert les autres. Donc, voir une entreprise en fait comme Nutri7 qui réussit quand même à se mettre au service du bien commun, à imaginer un modèle d'entreprise qui permet de nourrir des gens, du coup d'allier, comme Michel le disait, humanitaire et profit, c'est assez intéressant. Mais du coup, moi, la question que je me posais, et je pense que Michel a pu quand même bien répondre, c'était comment est-ce qu'il faisait pour arbitrer en fait entre profit et service du bien commun? Parce qu'on se dit, ouais, il faut servir et tout, mais il y a quand même l'impératif, comme il a dit, si on n'a pas le capital, si on n'a pas l'argent, on ne peut pas servir en fait, du coup, voilà. Je me souviens d'une discussion avec Médecins sans frontières sur les fixations de prix. Bon, on est parti du bas, en disant, voilà, moi pour vivre, il faut ça. Pour faire de la recherche, il faut ça. On a remonté, puis le prix, c'est pas une discussion de marchand de tapis. Et ça fait des années qu'on réagit comme ça. On reviendra peut-être au moment des questions du public. Je voudrais passer au binôme Denis-Noémie.
Et puis, bien sûr, on vous ouvrira, donc vous pourrez poser toutes vos questions par la suite. Alors peut-être juste une réaction de ce que m'évoque ce dialogue entre Michel et Abraham. Le premier, c'est une question que moi je me suis beaucoup posée, qui reprend ce que tu disais, Abraham, c'est finalement quel est le bon niveau de profit? C'est quoi le bon niveau de profit? Et ça, pour moi, c'est la $1 billion question. Hein. Parce que bien sûr, il y a toute une rationalité autour de ce dont l'entreprise a besoin pour se développer. Mais ça aussi, ça peut se modéliser. Donc c'est vraiment une question compliquée, je pense. Et voilà. Et je voudrais parler de 2 situations, partager 2 situations avec Noémie, de tiraillement. Le premier, c'est quand j'ai voulu déployer le plus grand programme de gaspillage alimentaire de la profession. Il faut savoir qu'un tiers de la nourriture qui est produite sur Terre est gaspillée. Vous le savez peut-être, c'est un scandale absolu, un tiers. Et d'ailleurs, elle est gaspillée dans les pays du Sud, elle est gaspillée plutôt en amont, entre le champ et la distribution, et parce qu'on récolte mal, on stocke mal, on transporte mal. Et dans les pays développés, c'est plutôt entre la distribution et l'assiette et la poubelle, puisqu'on est très optimisé dans la production et le transport, et mal. Et on gaspille parce qu'on est trop riche quelque part. Et donc... le plus grand programme de gaspillage alimentaire, et puis je me suis heurté au comité exécutif du groupe à une très forte réticence, tout simplement parce qu'il y avait d'autres priorités, c'était important, il y a plein de choses à faire. Et j'ai été surpris et tiraillé sur justement à quel point il fallait que je pousse cet impératif, qui est un impératif environnemental très fort, qui a aussi une conséquence économique, bien entendu. Voilà. Merci. Merci pour cette réponse très honnête, déjà. Oui, pardon. Non, vas-y. Et donc, je me demande, face à une déception personnelle, une déception qui provient de soi, face à ce cheminement de crête qui, visiblement, s'annonce toujours fait d'incohérences et donc de difficultés, qu'est-ce qui, dans ces moments-là, fait que pour le dirigeant, ça va faire sens de continuer? Est-ce qu'on voit toujours une ligne, ou est-ce qu'on n'est pas perdu? Alors, je pense qu'il y a ce qu'on réussit et il y a ce qu'on ne réussit pas. Sur ce coup-là, voilà, je dis je ne suis pas fier. Je n'ai pas suivi, donc peut-être qu'on a amélioré quand même les conditions de travail, mais j'en ai pas la certitude. À côté de cela, quand on voit le travail qu'on a pu faire collectivement sur l'inclusion, notamment aux États-Unis, et ce travail qu'on a fait avec toutes les communautés des minorités, quand on voit le travail qu'on a pu faire en France pour améliorer, réduire le gap de salaire entre les femmes et les hommes, après un travail approfondi. Voilà, il y a quand même des sujets de satisfaction qui moi, m'ont donné le courage de continuer et de faire des choses. Donc, il faut choisir ses combats, c'est évident. Et il faut notamment choisir ses combats dans la relation avec ses actionnaires et avec ses investisseurs. Effectivement, je me suis aperçu que tout n'était pas entendable. Tous les combats ne sont pas aujourd'hui acceptés ou compris. Et qu'il faut énormément de pédagogie pour arriver justement à bien construire un chemin d'équilibre entre l'ensemble des performances, la performance économique, la performance sociale et la performance environnementale, sachant que sur ces 2 dernières, on ne mesure pas bien, globalement. On mesure un petit peu, on mesure un peu sur l'égalité homme-femme maintenant, on mesure un petit peu sur les inégalités salariales, etc. Mais on est très loin de mesurer vraiment. Nous, chez Sodexo, on mesurait aussi l'engagement des salariés, qui est un bon indicateur tout de même social de l'entreprise, un bon baromètre.
mais il reste encore énormément de choses à faire. Et pareil sur l'environnement, on mesure encore très très mal. Donc, choisir ses combats et surtout, je crois qu'on a besoin d'énormément de pédagogie pour faire comprendre aux différentes parties prenantes le chemin qu'on mène, la raison pour laquelle on le fait et ce que sera comme bénéfice également économique. Je suis convaincu qu'évidemment, le travail social et le travail mental ont des bénéfices économiques, mais ils ne sont pas aussi court terme que l'action purement financière immédiate qui a un résultat immédiat. Donc c'est tout ce changement de mentalité qu'il faut arriver à faire sur l'ensemble de nos parties prenantes, je crois. Mais moi, j'avais une question pour toi. Ouais, une question, Noémie, par rapport à cette promo-là, hein, enfin, ces promos d'HEC qui ont suivi ce programme Purposeful Leadership, qui, je pense, a dû beaucoup marquer les esprits. À quel point... Alors, deux questions. La première, est-ce qu'il y a effectivement... On parlait de clivage générationnel. Cécile parlait de clivage générationnel. Je ne sais pas s'il faut... Est-ce qu'il y a vraiment un clivage générationnel? Est-ce que tu le ressens comme ça entre je sais pas, notre génération et puis sur les aspirations hein, et la vôtre? Est-ce qu'il y a un clivage générationnel? Et deux, qu'est-ce qui va se passer pour la promo ou les promos qui auront suivi ce Purposeful Leadership? Est-ce que dans les choix qui vont se présenter là maintenant, comment est-ce que tu peux vivre toi le choix d'aller, sans être du tout dans le jugement, dans des business qui sont peut-être où le profit est prévalent, ou dans d'autres voies comment est-ce que tu vis ça? Ou qu'est-ce que tu vois de tes collègues? Alors, il y a plusieurs choses. Donc, en effet, toute notre promotion, et je pense qu'on était parmi les premières promotions à avoir suivi le programme Purposeful Leadership. Donc, c'est vrai que dès l'arrivée à HEC, on nous met à la fois sur une voie où on va avoir les cours comme toutes les promos d'HEC ont pu avoir, donc qui nous donnent bien entendu les outils pour travailler en entreprise ou ailleurs. Et on a aussi ce qui a pu être qualifié de pas de côté et de détour dès notre arrivée à HEC, où ça ne va pas être uniquement un questionnement sur comment, mais pourquoi, vers où je vais. Et je pense que ça, c'est très intéressant. Et ce qui est vrai, c'est que quand on est arrivé à HEC, on sort donc de 2 ans, 3 ans de prépa qui sont très intenses et qui nous enferment un peu dans la logique de je veux me dépasser, je veux dépasser les autres pour avoir ce concours, pour avoir cette école. Mais finalement, ce n'est pas du tout la finalité, c'est juste une étape et les vraies interrogations arrivent après. Et c'est vrai que quand on arrive, on nous a dit pendant 2 ou 3 ans qu'on allait pouvoir en faire de ce qu'on voulait si on avait une école de commerce et en particulier si on avait HEC. Donc, quand on arrive, on est à peu près libre, et ça revient à des sujets qui ont été évoqués, de faire certains choix et d'évoquer ce qui nous anime plus ou moins, même si forcément, je pense qu'on n'est pas forcément égaux en fonction des situations d'où l'on vient. Ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est qu'en étant dernière année à HEC, on voit déjà des choix qui ont été faits de voies professionnelles, d'engagement, et que finalement, on sent que d'un côté, il y a déjà beaucoup de projets qui ont mûri, de directions qui ont été prises et d'engagements qui sont faits. Mais on peut aussi voir que finalement, on s'est déjà confronté à des contradictions, à des oppositions, à des obstacles, que ce soit en stage, mais que ce soit aussi finalement dans les choix d'orientation à faire et dans les entreprises qu'on pouvait nous proposer. Et c'est assez frappant de voir que finalement, il y a peut-être un clivage qui n'est pas intergénérationnel, mais qui est au sein même de la génération, et du fait que certains ont, peut-être parce qu'ils ont eu la chance de rencontrer les bonnes personnes, peut-être parce que finalement ils ont eu la chance de pouvoir se poser les bonnes questions au bon moment, mais ils ont resté dans la voie qui était la leur, alors que d'autres, sans faire absolument pas de jugement sur une catégorie de métier, etc., mais par rapport au sens qu'ils prétendaient être le leur, et même par rapport à leurs propos, parce que beaucoup aussi reconnaissent que finalement, les choix qu'ils font sont aussi des choix par défaut. On se rend compte qu'il y a ce clivage entre ceux qui, pour l'instant, continuent à être dans la voie qui semble faire sens pour eux, et ceux qui, peut-être, ont
abandonné parce que ça semblait une évidence de prendre autre chose. Merci, Noémie. Donc, avant de vous passer la parole, juste pour essayer de résumer l'inrésumable, mais juste de dire que tout ce qu'on entend, c'est que cette quête de sens, elle s'articule. Alors nous, dans notre pédagogie, au sein de ce qu'on a défini en 3 thèmes, l'être soi, l'authenticité du dirigeant, l'être avec, la subsidiarité, la relation aux équipes, et l'être pour, les questions de mission et de raison d'être. Et que, comme le disait Denis en introduction, on est sur une ligne de crête. Alors, sur chacun de ces 3 thèmes, individuellement et de l'organisation aussi, sur le 3e thème, mais aussi on est dans une ligne de crête entre ces 3 thèmes, parce qu'il faut trouver l'équilibre entre l'être soi, l'être avec et l'être pour. Et finalement, les dilemmes que tu as évoqués, Denis, ils sont beaucoup sur cette question de l'équilibre entre ces 3 dimensions. Voilà.